Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Orion, montreuse d'étoiles, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc, bienvenue dans ce bulletin astronomique pour la période du 9 au 17 février 2026, la quatrième phase de la première lune d'hiver nord, été sud. Donc, nous allons donc faire une petite revue des événements célestes de la période, puis nous allons voir sur Stellarium les spectacles que nous pourrons observer dans le ciel et quelques autres détails. Et puis on commentera un tout petit peu l'actualité astronautique, surtout, même si j'ai pas eu le temps de tout vous préparer pour l'instant. Vous retrouverez tous les détails et une revue de presse un peu plus exhaustive de l'actualité astronautique, donc dans l'article dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc c'est parti, merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci à vous qui êtes abonnés ou merci à vous qui allez vous abonner suite à cette vidéo afin de faire grossir un peu cette chaîne car j'ai vraiment envie de partager largement la connaissance du ciel, la simple, la directe, celle qu'on a d'abord les pieds sur terre en regardant les étoiles. Elle est primordiale, elle est essentielle, elle est à la racine de toutes les sciences. Et on commence par là. Et après, si vous voulez bien, dans une deuxième vidéo, je fais des commentaires astrologiques, car je suis également astrologue, découvreuse du Soriastre. Et nous en reparlerons donc dans la vidéo suivante pour la même période. Alors, revenons maintenant à ce bulletin astronomique pour la période du 9 au 17 février 2027. Donc, je partage mon écran et nous allons voir un peu le résumé des événements de la semaine. Alors, nous partons donc du dernier quartier, donc le 9 février à 13h42, heure de France métropolitaine, soit 12h42 en temps universel, jusqu'à la nouvelle lune, le 17 février à 13h pile, ou 12h pile en temps universel. C'est le midi vrai est à 13h05 actuellement en raison de l'équation de temps, mais vous voyez, on peut dire que c'est au midi et que quelque part en France, c'est pile à midi sur le méridien qui se trouve alors de 13h, c'est à 13h, donc c'est un peu plus à l'ouest, ceux qui sont 1 degré 15 minutes à l'ouest, le méridien 1 degré 15 minutes à l'ouest de Paris, a la nouvelle lune au midi vrai. Ok, bon, c'est vachement important. C'est vrai, on va en commenter ça dans les commentaires astrologiques. Donc là, on va partir du lundi 9. Donc le dernier quartier a lieu à 13h42. La Lune est alors dans le 21e degré du Scorpion. Le Soleil est dans celui du Verseau. Il entrera dans celui des Poissons le 18 février. La Lune, pour le dernier quartier, est devant la constellation de la Balance et le Soleil est actuellement devant celle du Capricorne, mais ça va changer cette semaine. Le 16, le Soleil arrive devant la constellation du Verseau. Revenons à lundi 9. Donc, dernier quartier à 13h42. La Lune est en latitude sud et elle descend. Elle descend aussi en déclinaison, puisqu'à 18h28, lundi 9, elle sort des limites zodiacales sud, c'est-à-dire qu'elle descend encore plus bas en déclinaison que le Soleil descend au moment du solstice de décembre, qui est celui de l'été dans l'hémisphère sud. Donc ça veut dire qu'elle descend en dessous, elle culmine au zénith en dessous, plus au sud que le tropique du Capricorne. Alors donc elle sort des limites zodiacales à 18h28. Mardi 10 à 8h21, la Lune entre dans le signe du Sagittaire. Mardi 10, alors qu'est-ce qui se passe aussi? Vénus entre dans le signe des Poissons à 11h18. Elle y reste jusqu'au 6 mars. Elle entrera dans le signe du Bélier. À 17h55, mardi 10, la Lune est à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, soit 404 537 km. Elle est alors dans le 5e degré du signe du Sagittaire. Et nous arrivons à mercredi 11. Mercredi 11, à 2h50, la Lune atteint sa latitude minimale, ce qu'on appelle le ventre du dragon. Ça veut dire qu'elle est
en dessous du plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan Terre-Soleil, au plus bas qu'elle puisse être, puisque son orbite est inclinée de 5 degrés à peu près sur l'écliptique, justement, le plan Terre-Soleil. Le plan Terre-Lune, lui, il est incliné de 5 degrés sur le plan Terre-Soleil. Donc elle est au plus bas. Le mardi 11 à 2h50. À 4h50, elle est conjointe à l'étoile Antares, alpha du Scorpion, qui se trouve donc au nord. La Lune est plus au sud que l'étoile, hein, qui est déjà vachement euh, au sud. Et on peut observer ça le 11 février, donc au matin, donc au moment de la conjonction en fait. L'étoile se lève à 3h51 et la Lune à 3h57. Je rappelle, je ne l'ai pas dit, c'est une Lune donc en croissant de plus en plus fin depuis le dernier quartier de mi-lune jusqu'au dernier croissant que l'on verra le 15, visible le 15 pour chez nous. Et donc, elle se lève de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Donc, début de nuit, pas de lune. Et puis, au moment du dernier quartier, elle se lève au milieu de la nuit, culmine au lever du soleil et se couche aux alentours de midi. Et puis, chaque jour, elle se lève de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et son croissant est de plus en plus fin. Alors, nous sommes toujours mercredi 11. Il se passe aussi que Mercure entre dans le signe du Taureau en héliocentrique du point de vue du soleil et il reste jusqu'au 16 février. Nous arrivons à jeudi 12, à 13h, jeudi 12 février 2026. À 13h48, la Lune atteint sa déclinaison minimale, donc elle culmine au zénith, très au sud, c'est-à-dire 28 degrés, 24 minutes en dessous du plan équatorial, soit 5 degrés plus bas que le Soleil le jour du solstice de décembre. Ensuite, à 20h44, elle entre dans le signe du Capricorne. Et nous arrivons à vendredi 13, un premier vendredi 13 de l'année qui va en compter 3. Il y a le 13 mars, du coup, puisque février fait 28 jours. On va retrouver les mêmes jours à la même date en mars. Vendredi 13 mars. Et je l'ai noté, je vais le retrouver tout de suite. Que je ne vous dise pas de bêtises. Il y aura encore un vendredi 13, le 13 novembre. Voilà, 13 février, 13 mars, 13 novembre sont des vendredis 13 en cette année 2026. Ensuite, nous arrivons à samedi 14, voilà. Ah non, vendredi 13 à 22h04 en héliocentrique, puisque c'est en bleu. La Lune atteint sa latitude, Vénus, pardon, atteint sa latitude minimale. Elle est en dessous donc du plan de l'écliptique, de l'inclinaison que son plan Soleil-Vénus a par rapport à notre plan Soleil-Terre. Donc 3 degrés 23 minutes. Donc elle est 3 degrés 23 minutes en dessous du plan de l'écliptique du point de vue héliocentrique. Et ensuite, elle va remonter, elle sera à son nœud ascendant le 11 avril et atteindra un maximum, son maximum, le 5 juin. En héliocentrique, c'est invariable, ça se passe toujours dans le 17e degré du signe des poissons. Il y a un léger décalage séculaire, mais sinon c'est invariable. Et nous arrivons à samedi 14 février 2026 à 1h10. Saturne entre taratata dans le signe du Bélier. C'est la deuxième fois puisqu'elle y a déjà fait un premier séjour en 2025, puis sa rétrogradation l'a ramenée dans le signe des Poissons. Et maintenant, elle entre définitivement dans le signe du Bélier jusqu'au 13 avril 2028. Voilà, donc Saturne entre dans le signe du Bélier. Elle est devant la constellation des Poissons. Samedi 14 février, Mercure aussi est à son nœud ascendant. Ça veut dire que le plan de son orbite croise, elle est au plan de son orbite qui croise le plan de l'écliptique, donc elle est au nœud ascendant. C'est en héliocentrique d'abord, c'est invariable, pareil que les nœuds et la latitude, ça parle de la même, ce sont les bornes du même cycle, hein. La planète passe à son nœud descendant, admettons. Ensuite, elle atteint sa latitude minimale, puis elle passe à son nœud ascendant, puis elle atteint sa latitude maximale, puis elle revient à son nœud descendant. Alors là, en l'occurrence, Mercure passe à son nœud ascendant, et donc elle passe en latitude écliptique nord et atteindra son maximum le 1er mars et le 5 mars en géocentrique, parce que c'est corrélé en géocentrique aussi, c'est pratiquement à la même heure, à quelques minutes près, mais le degré de longitude, là, il est totalement variable. Donc actuellement,
Mercure est dans le 13e degré du signe des Poissons. Samedi 14, Vénus est à sa latitude minimale. Donc, on vient d'en parler en héliocentrique. Voilà, ça se produit en géocentrique samedi 14. Donc, pour la Saint-Valentin, Vénus est au plus bas en latitude. Ça veut dire qu'à partir de là, ça va remonter à 22h57. Donc, et elle est dans le 6e degré du signe des Poissons devant la constellation du Verseau en géocentrique. Nous arrivons à dimanche 15 février à 5h56. La Lune rentre dans les limites zodiacales sud, donc, puisqu'elle était en dessous, et maintenant elle remonte en déclinaison. Donc, elle rentre dans les limites zodiacales à 6h56. Toujours dimanche 15, elle entre dans le signe du Verseau à 7h16. C'est le jour du dernier croissant de Lune, aux alentours de 7h30. Donc, on aura un croissant de 5%. C'est le dernier qu'on pourra voir à l'œil nu sous nos latitudes, enfin dans notre région, 53 heures et des poussières avant la nouvelle lune. Donc de guetter le dernier croissant de lune, il va être conjoint à Pluton, hein, forcément invisible, et ça nous dira un petit peu où se trouve Pluton devant la constellation du Sagittaire maintenant, qui a passé sa conjonction au Soleil, donc qui se lève maintenant juste avant le Soleil, c'est-à-dire que vraiment dans le jour naissant, voilà, puisque c'est le dernier croissant de lune et que la Lune se trouve juste à côté de la planète naine Pluton. Et il y a même une occultation du côté de l'Antarctique, je crois. Lundi 16, le Soleil est au carré d'Uranus, carré Est, c'est la fin du cycle Soleil-Uranus. Donc on voit encore très bien Uranus dans le ciel, mais bien sûr la planète va se coucher de plus en plus tôt. Donc je le donne dans trois référentiels, hein. En noir, c'est référentiel écliptique, celui commun, là, dans lequel je vous donne la longitude écliptique qui se traduit par les degrés zodiacaux, c'est la même chose en fait. Sauf qu'au lieu de parler en longitude pleine, on parle par tranche de 30 degrés. Donc, admettons, je dis c'est 28e degré du signe du Verseau, ben c'est 328 degrés en longitude pleine. Le Soleil étant à 28e degré Taureau, soit 58e degré en longitude pleine. Donc voilà, donc on va voir Uranus ensuite de moins en moins car elle va se coucher de plus en plus tôt. Toujours lundi 16 février à 13h52, le Soleil arrive devant la constellation du Verseau où il se trouve jusqu'au 12 mars. Donc bien entendu, les planètes situées dans la constellation du Verseau et les étoiles de la constellation du Verseau sont complètement éblouies par le Soleil puisqu'il est juste devant. Quand le Soleil arrive devant la constellation du Verseau, il est alors dans le 28e degré du signe du Verseau. Je vous ai dit qu'il allait entrer dans le signe des Poissons le 18, donc le lendemain de la fin de notre période. Et nous sommes toujours lundi 16 février. En héliocentrique, Mercure entre dans le signe des Gémeaux et il reste jusqu'au 21 février. Et à 17h48, Mercure est conjointe à Uranus. Ça se passe dans le premier degré du signe des Gémeaux, puisqu'Uranus est entré le 4 février en héliocentrique dans le signe des Gémeaux, mais en géocentrique, toujours en taureau, en raison de sa rétrogradation qui a pris fin il y a très peu de temps, bah, le 4 février aussi. Alors, peut-être que je mélange une des deux dates, mais les deux, c'est début février. Et puis, lundi 16, la Lune est conjointe à Mars, donc bien sûr invisible, quoique quand même, Mars sort le 14 février du champ du coronographe Lascaux C3, donc du voisinage immédiat du Soleil. Son élongation dépasse 10 degrés, donc à peu près. Mais on commencera à voir Mars dans le ciel de fin de nuit seulement au mois de mai, donc pour l'instant totalement invisible. Et nous arrivons à la nouvelle Lune, donc forcément invisible puisqu'elle est devant le Soleil. C'est le début d'une nouvelle lunaison, la fin et le début d'une nouvelle lunaison. Donc à 13h, taratata, c'est l'heure de la nouvelle lune, et cette nouvelle lune est l'occasion d'une éclipse totale annulaire de Soleil. Non, totale. Pourquoi j'ai cru qu'elle était annulaire? Oui, confirmé. Bon, elle est visible que de l'Antarctique, enfin, la zone, la bande de centralité. Et pour l'Antarctique, il y a une petite portion. Il y a Madagascar, le sud-est de l'Afrique et l'extrême sud de l'Amérique du Sud qui pourront la voir un peu partielle.
Sinon, c'est pour l'Antarctique, donc il n'y a pas grand monde. Et donc, bah, c'est la veille 29e degré du signe du Verseau devant la constellation du Verseau, puisque Lune et Soleil, Soleil et Lune sont arrivés dans la constellation du Verseau au 28e degré. Et puis, à 15h09, après la Lune entre dans le signe des Poissons. Voilà le programme de la semaine. Alors, non seulement cette nouvelle Lune, donc il y a une éclipse de Lune qui sera suivie le 3 mars pour la pleine Lune d'une éclipse totale de Lune, je crois, qu'on pourra observer. Et puis, la prochaine éclipse de Soleil, les amis, on pourra en profiter. Elle aura lieu le 12 août et sera centrale dans le nord de l'Espagne. Donc c'est jouable sans prendre sans faire de grands voyages. Et c'est que c'est aussi le nouvel an chinois en ce 17 février 2026. C'est le nouvel an chinois. C'est l'année du cheval de feu qui s'ouvre. Donc le nouvel an chinois, ben, ce nouvel an chinois démarre à la nouvelle lune qui suit l'entrée du soleil en Verseau. Or la nouvelle lune la précédente nouvelle lune était juste avant l'entrée du soleil en Verseau. Pareil, c'était le 20, euh, le 18 janvier probablement. C'est 17 ou 18. Bon, vous retrouverez bien sûr. J'arrive plus. À chaque fois, j'arrive pas à m'en souvenir précisément, mais c'est forcément le 17 ou le 18 janvier. Et donc, c'était juste avant que le soleil entre dans le signe du Verseau. Donc, c'était pas encore pour le nouvel an chinois. Donc, c'est maintenant et c'est l'année du cheval de feu. Alors, si j'ai le temps, je détaillerai un petit peu le nouvel an chinois. Sinon, là, pareil, vous allez tout retrouver dans l'article avec les excellentes références de l'IMCCE sur le sujet. Il n'y a pas d'article plus détaillé sur le nouvel an chinois, tout comprendre, l'imbrication des troncs célestes et des racines terrestres. Donc, tronc céleste feu, parce qu'il y a le feu yang et le feu yin, hein. L'an prochain, ce sera l'année du mouton de feu yin, mouton ou chèvre. Et là, c'est cheval de feu, donc c'est une fois tous les 60 ans. Donc, puisqu'ensuite, les racines terrestres, ben c'est voilà, c'est cheval pour ce. Il y a rat. Là, précédemment, on était dans l'année du serpent do yin, et on entre dans l'année du cheval de feu yang. Donc, ça devrait péter, hein. Les amis de 1666, voilà, de 1966, pardon, sont du cheval de feu également. Et voilà, donc, alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce ciel? Donc, qui est du soir? Du soir, on a Vénus, on la voit pas encore. On commencera à la voir à la fin février. Elle prolonge, elle se couche maintenant un petit peu plus tard, mais le soleil aussi, donc c'est pas encore gagné. Mais Vénus étant très brillante, c'est pareil, elle sort du champ du coronographe le 10 février, donc elle va pas tarder à devenir visible avec un petit peu d'attention. Mais surtout, le soir en ce moment, c'est Mercure qui devient bien visible cette semaine, quoiqu'elle baisse un peu d'éclat, mais elle prolonge sa durée de présence dans le ciel de pratiquement 1 heure et demie. Donc ça vaut vraiment le coup. Elle va être à son élongation maximale ben, le 18 ou le 19. Donc c'est la meilleure période de l'année, les amis, pour voir Mercure dans le ciel du soir. Donc faut en profiter. Et c'est Mercure qui est la mieux visible et Vénus qui est encore difficile à voir. Elles seront conjointes d'ailleurs très bientôt. Et puis, mais ensuite Mercure va être rétrograde à partir du 26 février. Nous avons Saturne qui est bien visible. Alors Mercure se rapproche beaucoup de Saturne. Ah non, Mercure et Vénus, elles ont déjà été conjointes. Ah oui, ben le seront à nouveau en mars alors, en raison de la rétrogradation de Mercure. Donc Saturne est bien visible encore, donc faut en profiter, mais elle se couche de plus en plus tôt, aux alentours de 21h15, tout près de Neptune, très serrée, puisqu'elles vont être conjointes le 26 février. Donc Neptune la suit à 5 minutes près dans son coucher, se couche 5 minutes plus tard, et donc en tout début de nuit, il n'y a pas de lune, on peut chercher Neptune encore un petit peu à côté de Saturne, c'est au couchant maintenant, donc dès qu'il commence à faire nuit, et parce que Neptune, il faut du noir au fond pour pouvoir distinguer son faible éclat, magnitude 7-8, donc bien sûr invisible à l'œil nu. Et puis nous avons donc Uranus
qui culmine au début de la nuit, donc pile au sud, à côté des Pléiades, 60 degrés de hauteur. Donc là, vous pouvez chercher Uranus avec des jumelles en dessous des Pléiades. C'est l'occasion de la repérer au milieu des étoiles. Et Jupiter, donc c'est au sud-est, mais très haut déjà au début de nuit, qui culmine à 22h30, enfin aux alentours de 19h, elle est au sud-est. 22h30, elle passe au sud, donc au plus haut. Et elle est devant les Gémeaux, donc très haut dans le ciel. Elle se couche de plus en plus tôt, aux alentours de 6h10. Et donc, dans le ciel du matin, totalement invisible pour l'instant, nous avons Mars, qui se lève un quart d'heure avant le Soleil. À part ça, donc Jupiter, bien sûr, vous pourrez observer les phénomènes de ces satellites qui sont répertoriés ici. Donc cette fiche, vous pouvez la télécharger et l'imprimer. Vous pouvez la télécharger en allant dans l'article. Elle est tout de suite en haut de l'article. Vous pouvez la télécharger de suite. Ensuite, vous pouvez même l'imprimer. Comme ça, vous avez tout sous les yeux. Vous pouvez suivre jour après jour ce qui se passe et savoir ce qu'il y a à observer. Donc, et puis, où ce qui se passe, voilà. Et donc, les petites planètes, la Lune est conjointe à Junon le 14 février et à Vesta le 16 février. Bon, étoiles filantes, il y en a a priori pas beaucoup en ce moment. Pour l'hémisphère sud, il y a les Alpha Centaurides encore, mais non, c'est déjà fini. J'aurais dû les enlever. Et les Alpha... Ah non, jusqu'au 20 février, oui. Et les Alpha Corvides, qui est un essaim tout juste découvert, un petit peu incertain, donc, dont le radian se situe dans la constellation du Corbeau, qui est en dessous de la Vierge. Voilà, et encore, donc, Vénus-Mars sort du champ du coronagraphe Lascaux. C'est 3. Comme il n'y a pas de lune en début de nuit, vous pouvez, si vous avez des conditions excellentes, détecter la lumière zodiacale à l'œil ou peut-être plus facilement en photo. Nous arrivons au premier maximum positif de l'équation de temps. Donc, je vous l'ai dit au tout début que le midi vrai se produisait à 13h05 pour quand il est voilà, à 13h05. Donc, 5 minutes. Enfin, non, il y a plus 14 minutes. Voilà. Plus 14 minutes par rapport au midi moyen. Donc, premier maximum positif de l'équation de temps. Concrètement, ça se traduit par le fait que, en cette saison-là, les jours augmentent. Mais jusque-là, ils augmentaient davantage sur le soir. À partir de maintenant, ils vont augmenter davantage sur le matin. Globalement, ils augmentent de toute façon. Et le croissant ultime de cette lunaison est pour l'extrême est de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Voilà, et là vous avez ici les positions vues du Soleil au début de la période, à la fin de la période. Ça, c'est le point de vue du Soleil en direction, ici le Soleil, donc dans le plan de l'écliptique. Donc le plan Terre-Soleil, vous voyez ici la Terre. Oh, bonjour Christophe. Salut, comment vas-tu? Je finis de présenter les événements astronomiques pour cette période. Ravi que tu me retrouves maintenant. Oui, oui. Salut à toi. Bonjour. J'expliquais donc, je montrais ici le point de vue héliocentrique, donc vue du Soleil, début et fin de période. Ici, la croix au milieu du rond, bah, c'est la Terre qui marque le zéro. Donc, dans l'échelle des hauteurs, ce sont les latitudes écliptiques. Donc, au-dessus de l'écliptique, en dessous de l'écliptique. La planète qui passe à son nœud, elle passe dans le plan de l'écliptique. Et donc, oui, on a Vénus, Mercure, pardon, qui, vous voyez, qui passe à son nœud ascendant entre le 9 et le 16. Cavale quand elle remonte, hein. C'est signalé. Alors, on va maintenant sur Stellarium. J'ai fait le résumé là. Donc, la Lune, ah bah oui, encore à observer la Lune sur la fin de nuit, donc. Le 11 février, elle est à sa libération maximale en latitude. Donc, tout ce temps qu'elle est décroissante, donc depuis la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, on observe les couchers de soleil sur la lune. Et donc, le 11 février, donc 6 jours avant la nouvelle lune, on voit le soleil qui se couche sur le cratère Copernic. Donc,
Il y aura une image là-dessus. Et occultation d'étoiles par la Lune, pareil, vous pouvez. Ouais, mais c'est relativement peu intéressant, sauf que c'est une étoile brillante du Scorpion. Et donc, elle est occultée par la Lune à 7h15. Et après, évidemment, le jour se lève. Là, donc, on ne voit plus. Allons voir sur Stellarium ce qui se passe. Nous voici donc le 9, donc le lundi 9 février. Tiens, ce sujet, prochain enregistrement, on va sauter une semaine puisqu'on arrive ensuite au mardi 17 février. Donc on fera l'enregistrement prochain du bulletin astronomique le lundi 16 février aux horaires habituels, 16h, 17h. On va faire une semaine sans se voir. Mais bon, on saute que du samedi au lundi suivant. Le soleil, donc le 9 février, voilà, fin d'après-midi. Le soleil est sur le couchant, bien entendu, et il va se coucher donc de plus en plus vers l'ouest, de jour en jour. Vous voyez, là, j'avance en jour, chaque jour, le 15, le 16 et le 17. Donc, il est encore plus haut et il va se coucher plus tard. Voilà. Et pour ce qui est du matin, ben, c'est le contraire dans l'autre sens. Il se lève de plus en plus vers l'est et chaque matin un peu plus tôt. Et donc à la même heure, il est toujours un petit peu plus haut. Donc une fois que le soleil est couché, je vais revenir au 9 pour qu'on ait le temps de faire tous les événements. Une heure plus tard, Mercure, mes amis. Donc Mercure, ben voilà, début de nuit du côté ouest-sud-ouest, vous avez Mercure et Saturne. Mercure, faut se dépêcher. Mais là, c'est pareil, plus on va aller dans la semaine, j'avance de jour en jour, plus Mercure est haute en début de nuit. Voilà, bon, on va se mettre à 19h. Attendez, 19h. Je suis à 20h là. 19h. Bon, bah, plus Mercure est haute en début de nuit. Là, c'est le 14, le 15, le 16 et le 17 au soir. Donc, évidemment, les jours rallongeants, si on veut un peu plus de sombreur, il faut un peu plus tard. Voilà, Mercure et donc Saturne qui est juste à côté et qui va vraiment se coucher rapidement également. Donc Mercure, donc j'ai dit qui est bah, bien visible, c'est la meilleure période de l'année pour voir Mercure le soir, à partir du 9, là, donc jusqu'à la fin du mois à peu près. Et donc au-dessus, bah, il y a Saturne qu'on ne manque pas, qui est immanquable. Et bon, ben, c'est encore dans le crépuscule, mais Saturne, on peut encore aisément l'observer au télescope. Et bien entendu, on peut chercher à trouver Neptune à côté. Le 26, elles vont être conjointes, alors elles seront encore plus basses. Ce sera délicat pour Neptune, mais bon, ce sera le jour de leur conjonction en géocentrique. Donc voilà, elles sont juste à côté l'une de l'autre. Je vais tracer les constellations. Voilà, devant la constellation des Poissons. Mais c'est encore, il fait un peu jour. Donc une heure plus tard, Mercure est couché, Neptune et Saturne sont un peu bas sur l'horizon, surtout pour Neptune. Alors je réduis un peu le champ, on va regarder ce qu'il y a du côté du sud. Donc ici, ça c'est le grand carré de Pégase, donc qui se couche également là à 20h, il touche l'horizon. Au sud culmine Orion, le grand jet de l'hiver. En début de nuit, février, en début de nuit culmine Orion. C'est pratiquement Rigel passe au méridien. Voilà, et donc ce grand jet de l'hiver. Puis il y a Jupiter. Donc il y a Uranus. Enfin, ce qu'on voit d'abord, c'est Jupiter, hein, devant les Gémeaux. Donc côté sud-est, mais déjà très haut. Ici, Pollux et Castor des Gémeaux. Pollux et Castor des Gémeaux. En dessous, il y a Procyon. La très brillante Sirius, la plus brillante étoile du ciel. Et puis on remonte sur Rigel d'Orion, les trois mages, Alnitak, Alnilam et Mintaka. Et puis Bételgeuse, voilà. Et puis on fait le petit tour, donc on voit Aldébaran du Taureau, et puis très 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 haut là-haut, Capella du Cocher, qui est au zénith en début de nuit, voilà. Au zénith, au sommet du ciel. Donc voilà le splendide ciel de début de nuit, là, c'est les plus brillantes étoiles du ciel, plus il y a Jupiter qui flash, Capella qui est au zénith.
C'est époustouflant. Même aussi. Et puis ces étoiles-là, même si évidemment vous n'avez pas tout le fond du reste qui est magnifique, mais vous les voyez, même s'il y a un peu de pollution lumineuse. Et en dessous des Pléiades, là, ben, vous pouvez trouver Uranus. Donc là, il est 20 heures. Uranus a déjà basculé du côté du couchant. Je grossis un peu. Voilà le tableau. Vous avez Aldébaran, vous avez les Pléiades. Et voyez comment vous trouvez Uranus. Donc, après, qu'il faut distinguer des étoiles d'à peu près même magnitude qui peuvent se trouver, qui sont à côté, voilà. Et par lesquelles, pardon. C'est comme ça qu'on voit 5, 7, 6, 14 et Uranus 5, 7, voilà. Il y a une étoile à côté qui est exactement de même éclat que Uranus, mais vous repérez les deux étoiles et vous voyez Uranus, et chaque jour la planète se déplace un petit peu par rapport à ces deux étoiles en suivant le plan de l'écliptique. Donc, comme on a encore quelques semaines pour observer Uranus, c'est une bonne observation. Ah, et puis du côté de l'Est, alors qu'est-ce qui se lève en début de nuit? Donc le lion se lève en début de nuit, voilà. Donc les Gémeaux sont déjà très hauts, entre Pollux des Gémeaux et Régulus du Cancer, Régulus du Lion, pardon. Vous avez la constellation du Cancer, avec l'amas de la crèche ici. Donc tout ça, vous pouvez l'observer quand il n'y a pas de lune, l'amas de la crèche, ça se voit à l'œil nu, ça fait une tache floue. Et puis à mi-chemin pratiquement entre Pollux et Régulus. Et puis, sinon, vous prenez des jumelles et vous pouvez l'apprécier. Sinon, un instrument. Bon, début de nuit, maintenant, on se tourne vers le nord. Il est 20 heures, hein, toujours. J'enlève tous ces beaux objets du ciel profond, vers lesquels vous pouvez quand même, je vous les remontre, pointer vos télescopes. Mais au niveau des étoiles, voilà, début de nuit, bah, vous avez la grande ours en se tournant vers le nord qui remonte, donc à droite, s'élève. Elle est du côté est, donc elle s'élève. Et puis la petite ours et le dragon qui sont encore tout en bas, mais qui commencent à remonter. Tout en haut, il y a la girafe. C'est l'occasion de chercher un peu les étoiles de la girafe, parce que c'est la moins visible des constellations circumpolaires, c'est-à-dire celle qui tourne autour du pôle sans jamais se coucher. Donc face à Alcaïde, la tête du chariot ou queue de la grande ours, diamétralement opposée à l'étoile polaire, nous avons Cassiopée. Donc on reconnaîtra facilement le W de Cassiopée qui est du côté du nord-ouest sur le couchant. Et puis donc la nuit passe, on va aller d'heure en heure, 21 heures, 22 heures, c'est la Terre qui tourne, donc les étoiles tournent dans le ciel. Donc autour, quand on regarde vers le nord, c'est la grande horloge céleste, hein, 23 heures, 0 heure, et nous arrivons à 1h10, donc on va se mettre 1h05, c'est l'heure du minuit vrai. La grande ours, elle plane là-haut sur le dos. Et puis, donc Cassiopée arrive tout en bas, c'est Céphée qui est au plus bas. La petite ours et le dragon sont à droite. Capella est bien redescendu au côté nord-ouest. Et nous avons notre grand jet de l'hiver qui se couche donc au milieu de la nuit avec Jupiter. Et puis du côté du sud, en milieu de nuit, culmine le lion. Et en dessous du lion, il y a l'hydre avec l'étoile Alphare. Et puis la coupe et le corbeau, qui est justement la constellation dans laquelle il y a ces étoiles filantes, les corvides. Donc, vous verrez, si vous voyez quelques étoiles filantes, elles sortent du corbeau. Et puis la Vierge au sud-est qui se lève, avec Spica de la Vierge. Et puis Spica, on retrouve du côté, du coup, Arcturus, du côté est. Et donc, Spica, Arcturus, complète l'arc formé par la queue de l'ours. Donc ça vous donne une belle courbe. Vous suivez les étoiles de la queue de l'ours et la courbe vous met sur Arcturus puis Spica de la Vierge. Tandis qu'au nord-est se lève Vega, qui passe pas longtemps sous l'horizon pour nos latitudes. Et donc on revient au nord au milieu de la nuit, ben on va regarder l'est, on va finir la nuit.
Et comme ça, on verra un peu la Lune apparaître. Mais nous sommes là le 18. Alors attendez, je vais revenir au 9. On va voir les levées de la Lune. Voilà le 9. Donc chaque jour, les étoiles passent, se lèvent, culminent et se couchent 4 minutes plus tôt que la veille. Car nous, en même temps, on tourne autour du Soleil qui éblouit les étoiles qui sont juste derrière lui. Donc, et un tour complet de Terre, c'est 23h56 minutes. Mais un jour demande 4 minutes de plus, donc à cause de ce chemin de la révolution de la Terre autour du Soleil annuel, qu'on fait chaque jour 4 minutes. Donc c'est pour ça que les étoiles, elles, c'est 4 minutes chaque jour plutôt que la veille, et que chaque année, à la même date, elles reviennent à la même heure. Hormis le décalage dû à la précession des équinoxes qui ne nous affecte pas beaucoup d'une année sur l'autre. Très peu. Donc il faut un siècle pour l'apprécier et plus de 1000 ans pour être dérangé. Donc, milieu de nuit, donc 1 heure, 2 heures, nous sommes vers l'est, la lune se lève, nous sommes le 9, le 10, non le 9. Le 9, la lune se lève à 1h47. Donc, à 3 heures du matin, après on reviendra pour les jours. 3 heures du matin, donc, apparaît Ophiuchus. À 4 heures du matin se pointent les étoiles du Scorpion au sud-est. Il y a Deneb du signe qui est levé. On a vu Vega tout à l'heure. Déjà, au minuit vrai, il y a Vega. 2 heures plus tard, il y a Deneb. 3 heures plus tard, 5 heures du matin, l'aigle, donc Altaïr de l'aigle qui se lève. Donc on a Hercule, le Bouvier, la couronne boréale, Hercule. Voilà le ciel de l'été qui se lève en deuxième moitié de nuit. Le ciel de début de nuit d'été, donc c'est le même que celui de fin de nuit d'hiver. 6 heures du matin et ça va être 7 heures, ça y est, il commence à faire pas mal jour, donc la constellation du Sagittaire se lève dans l'aube. Donc on va revenir sur les jours maintenant, je reviens, je vais faire passer les jours. Alors le 9, le 10, on va attendre, voilà, je veux la lune. Donc le 11 elle se lève, c'est le jour où elle est conjointe à Antares. Le 11, donc en fin de nuit, là il est 5 heures du matin, vous avez un croissant de lune sous l'étoile Antares du Scorpion, au sud-est donc, le 11 vers 5 heures du matin. Bon, 6 heures, elles sont encore là. Voilà, jusqu'à 6 heures du matin, voilà un joli tableau en fin de nuit à observer. Et puis le 12, ben, elle va se lever plus tard, elle a passé à gauche d'Antares. Le 13, elle se lève à 5h47. Le 14, elle se lève à 6h29, donc je vais prendre 1 heure de plus. Et le 15, jour du dernier croissant, elle se lève à 7h03, donc vers voilà, 7h30, c'est l'heure maximale où vous pourrez voir la Lune. Voilà, donc on a vu notre ciel, nos planètes, on a fait le tour avec les levées de la Lune de plus en plus tardifs en deuxième moitié de nuit. La Lune avec Antares du Scorpion le 11 février au matin. Et maintenant, ben, il me reste à partager avec vous quelques images. J'ai pas eu le temps d'en préparer beaucoup. En revanche, je vous invite à vous reporter à l'article dans lequel il y en aura un peu plus et puis vous aurez tous les détails. D'abord sur le Nouvel An chinois. Ici, une statue du sculpteur Liu Lilin pour célébrer l'année du cheval, donc du cheval de feu cette année. Donc les festivités qu'auront lieu en Chine pour le 17 février, puis partout où il y a des Chinois dans le monde. Et puis l'éclipse. Ah, wow. Mais tant mieux, parce que il y a eu une petite coupure. Donc reprenons. J'en étais sur Ouais, les images, je repartage. Donc l'éclipse de soleil du 17 février, donc pour la nouvelle lune. Une éclipse de soleil, ça a toujours lieu le, pour la nouvelle lune. Les éclipses de lune, ça a toujours lieu pour la pleine lune. Mais qu'on dit
condition nécessaire supplémentaire, c'est que la Lune soit proche de l'un de ses nœuds. Donc là, elle est proche de son nœud ascendant. Et donc, il y a éclipse, le nœud ascendant. Tiens, ben, j'ai oublié de le noter juste. Ben, je vais vous le noter, hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas avant, donc c'est juste après, puisque pour la nouvelle lune, elle est à -0,55, oui, elle monte. Donc ça va être c'est le 18 que la lune va passer à son nœud ascendant. Et donc c'est une éclipse totale de soleil dont la bande de centralité, la voici, donc sur la moitié du continent antarctique. Et puis tous ceux qui sont dans cette zone Mais pourront la on doit voir. l'avoir normalement. Ah ben pas nous, non, nous on risque pas de la voir, c'est Mais vraiment pour attends, l'hémisphère sud, hein. non, mais alors, elle est à midi, la nouvelle lune. Bah oui, mais justement, c'est la Lune est devant le Soleil. Non, non. Bah oui, mais d'accord, c'est à notre midi, mais ça empêche que c'est pas pour nous. On n'est pas au bon endroit de la planète pour pouvoir la voir. Bon, Il y d'accord. a il y a qu'une petite zone de la planète qui a droit à l'éclipse, même si c'est midi, si c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Tu vois, c'est carrément au sud, quoi, à l'autre extrémité. Donc effectivement. On voit ceux de Madagascar, ils en auront un petit bout. Ouais, donc on voit que le méridien concerné, on n'en est pas très loin, effectivement, mais c'est pas la bande de visibilité, elle est là. Voilà. Donc par contre, la prochaine éclipse, le 12 août prochain, sera une éclipse totale de soleil visible dans le nord de l'Espagne. Youpiaillou. D'accord. Donc je donne aussi dans l'article tous les détails sur le Saros de cette éclipse, car il y a des séries d'éclipses qui sont cataloguées par Saros, on appelle ça, et donc c'est une imbrication de cycles, donc deux éclipses qui se suivent dans le temps ne se suivent pas dans le Saros, hein. Chaque, les Saros, c'est tous les 19 ans et des poussières, là, suivant le cycle des nœuds lunaires. Non, Je reste pas trop longtemps parce que on va pas s'alourdir de trop. Donc là, j'avais dit que le 11 février, en fin de nuit, donc bien sûr, on voit le soleil se coucher sur la Lune. Donc là, ici, image tirée de l'atlas virtuel de la Lune, c'est gratuit et téléchargeable sans risque. Et donc, c'est le moment de repérer le cratère Copernic sur lequel le soleil se couche, juste en dessous de la mer des pluies, avec ici le golfe des Iris. Donc, c'est l'occasion, c'est un cratère tout rond. Pointez vos jumelles en fin de nuit sur la Lune qui se lève alors que là-bas le soleil se couche. Et donc à propos de la Lune, ça c'est l'astronaute Charles Duke qui est un des quatre vivants encore de ceux des missions Apollo, donc qui a briefé un petit peu les gens d'Artemis 2. Et puis on va s'arrêter là-dessus justement. Alors déjà il raconte des tas de trucs quand même assez intéressants, hein. Et puis donc le lancement d'Artemis 2 a été reporté. Il y a eu un essai le 2 février. Et donc, il y a eu de remplissage des réservoirs et le réservoir, euh, un des deux réservoirs, il y a un d'hydrogène, un d'oxygène. Il y a eu une fuite, donc ils ont arrêté. Bon, les prochaines dates, ce sera début mars au plus tôt. Mais c'est prévu jusqu'au 30 avril. Ils ont des dates de prévues pour ce lancement qui, bien entendu, ne peut pas se faire en claquant dans les doigts. Déjà, faut réussir toutes les répétitions générales, tous les tests. Donc là, c'était celui du remplissage des réservoirs. Ben non, ce sera pour la prochaine fois. Donc je pense que les astronautes vont rester en quarantaine jusque-là, je sais pas. Et il nous reste l'image du Soleil devant les constellations. Voilà, j'ai réactualisé un petit peu du 1er janvier au 13, au 13 mai, 17 mai. Voilà, donc actuellement, 10 février devant la constellation du Capricorne. Donc il arrive devant le Verseau, c'est le 16, on a dit. À partir de là, c'est la constellation du Verseau, elle fait ça, hein. Elle fait ça sur le Capricorne. Elle se chevauche un peu. Et puis voilà, après ce sera devant les Poissons au mois de mars-avril, puis devant le Bélier au mois de mai, puis devant le Taureau mai-juin, puis devant les Gémeaux juin-juillet.
puis devant le Cancer, donc fin juillet, août. Donc bien évidemment un décalage. Voilà, bon, j'en arrête là pour ce bulletin astronomique, les amis. Je vous souhaite donc une excellente semaine, que le ciel soit clément et que vous puissiez profiter de ce beau ciel. Parce que quand il fait beau en février, ben c'est bien, les nuits, et que si les nuits sont pas trop glaciales, sinon couvrez-vous bien. Vous êtes peut-être en montagne, alors ça va encore mieux. Vous avez un ciel splendide, mais évidemment il peut faire froid. Donc pas de lune, vous pouvez voir Uranus, vous pouvez encore voir Saturne et Neptune, et puis Mercure dans le ciel du soir. Donc, et puis Jupiter qui est dans tous ses flamboiements. Et puis ensuite, si vous êtes du matin, ben, vous pouvez apprécier les levées de plus en plus tardifs de la Lune dans le ciel du matin et le dernier croissant le 15 au matin. Merci d'avoir suivi ce bulletin jusqu'au bout et on vous dit à la prochaine, donc lundi 16 février pour le prochain enregistrement qui inaugurera la deuxième phase de la Lune, de la première phase de la deuxième Lune d'hiver. Ciao, ciao!